Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce webinaire du cabinet CBA, Maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris. Nous intervenons en fiscalité et principalement en fiscalité internationale. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le thème des holdings et filiales ou filiales internationales et précautions à prendre. C'est un sujet d'actualité et on va le voir sous deux angles très particuliers, celui de la jurisprudence et puis celui d'une instruction, la ATAD, qui va bientôt être applicable en Europe et donc, on va voir, c'est un sujet extrêmement important dès qu'on a une activité internationale. Pourquoi? Parce que vous allez vouloir créer soit une holding, soit des filiales étrangères pour développer des activités et que ces créations de structures peuvent être interprétées comme des choix avant tout fiscaux et donc avoir des incidences importantes, notamment au regard des lieux où vous allez décider de vous implanter. Alors, le premier élément qu'il va falloir regarder dans une structure, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est le critère de la substance. Alors, le critère de la substance dans une société, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça va nous amener à des qualifications juridiques et fiscales. Par exemple, si vous n'avez pas de substance, vous avez un risque d'avoir une procédure pour abus de droit avec 80% de pénalité. On vous recherche pour l'artificialité d'un montage, et là, on vous dira, votre structure étrangère, comme elle est artificielle, on considère qu'elle n'existe pas, donc on vous impose directement à l'impôt français pour écarter des avantages conventionnels ou même au regard de la qualité de résident. Donc, on a des enjeux extrêmement importants qui concernent aussi bien les holdings françaises qui vont détenir des structures à l'étranger, donc des filiales, que inversement. Donc, on est sur un élément jurisprudentiel essentiel. Alors, et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais vous en parler, parce que souvent, on vient nous voir, nous, avocats fiscalistes, et on nous dit, voilà, j'ai telle activité, je voudrais m'installer dans telle zone du monde et je voudrais avoir la meilleure fiscalité. Et puis, on interroge nos clients, on leur explique, on fait les trois tests et on se rend compte que, en réalité, il n'y a personne sur place. Et on leur demande, mais alors, quel est l'intérêt pour vous? Et l'intérêt est toujours le même, dire c'est payer moins d'impôts. Le problème, c'est que si on a un raisonnement uniquement fiscal, on a un risque de remise en cause de la totalité du montage. Donc, lorsqu'on souhaite aller chercher de la fiscalité, c'est aussi et surtout parce qu'on souhaite avoir une véritable activité. Et donc, il faut de la substance. D'où le test de l'analyse de la substance d'une société qui va permettre de déterminer si on est en risque ou pas. Alors, premier élément qu'on va regarder, c'est la réalité. On va analyser la substance matérielle et fonctionnelle, c'est-à-dire est-ce qu'on a des locaux propres? Est-ce qu'on a des salariés? Est-ce qu'on a des équipements? Quels sont les organes de direction? C'est-à-dire, est-ce que les organes de direction, ce sont des avocats ou des fiduciaires qui sont dans le pays? Ou est-ce que ce sont vraiment des personnes qui viennent de France ou d'Europe? Ça fait partie des éléments importants. Et puis, on va regarder l'implantation. On va vérifier si l'implantation est réelle au regard de l'immatriculation. Alors, ces sujets-là, on les regarde aujourd'hui, on les regarde principalement en Europe sur le Luxembourg et dans le monde, on va dire, on regarde surtout Hong Kong, Singapour et les Émirats arabes unis. Donc, alors maintenant, le test de la réalité, il pose aujourd'hui quelques difficultés parce que notamment après Covid, on se rend compte qu'on peut prendre son ordinateur et travailler partout et ne pas obligatoirement avoir besoin de locaux et d'employés. Mais justement, c'est ce qui crée un risque fiscal. Donc, et qui dit risque fiscal dit incidence quand même sur le fonctionnement de la société. Donc, le test de la réalité, c'est vraiment le test basique. Après, on va avoir le test de la rationalité. C'est-à-dire, c'est l'analyse de la raison par rapport à la fonction de la société.
On va donc toucher la rationalité économique de la société. Il faut que la société ait un fonctionnement normal, tant au niveau économique que par les objectifs qui vont être poursuivis. Alors, on ne va pas analyser de la même manière, bien évidemment, la création d'une filiale où vous avez une usine, et là, ça ne posera pas de problème. Une création de filiale où vous avez une activité commerciale, et puis la création d'une holding où on trouve personne sur place et il n'y a que des titres de participation. C'est pour ça que dans la thématique d'aujourd'hui, l'idée, c'est d'analyser ces risques au niveau des filiales et de la holding, mais le vrai sujet se pose quand même au regard des holdings, puisque elles sont censées récupérer des remontées de dividendes ou des prix de cession de participation, et donc avec des enjeux fiscaux nettement plus importants. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que l'existence de la société ne doit pas être justifiée par des raisons fiscales. On doit avoir des raisons économiques, des raisons juridiques qui font qu'on a besoin de créer cette société. Alors, un des éléments importants qu'on va regarder, c'est l'interposition. Je vais vous prendre un exemple parce que tout ça reste un peu aride. Vous êtes propriétaire d'une société française et puis vous allez interposer entre vous et la société française une holding luxembourgeoise. Une holding luxembourgeoise qui n'a comme activité que la détention de titres. Et puis, le jour où vous cédez les titres, vous allez pouvoir bénéficier d'une exonération dont vous n'aurez pas bénéficié en France. Là, effectivement, je ne vois pas d'autres raisons que des raisons fiscales à la création de ce montage. Pourquoi votre activité n'est pas au Luxembourg, vous n'êtes pas luxembourgeois, vous n'y allez jamais, voire pas du tout, et ainsi de suite. Donc, on a des notions qui sont importantes à analyser, que ce soit tout à l'heure la réalité et maintenant la rationalité. Et puis, le troisième test, c'est l'effectivité. On va analyser si l'entreprise a une implication réelle et sincère dans l'opération concernée. C'est-à-dire que est-ce qu'on lui donne un véritable rôle ou ce rôle est uniquement un rôle de façade et que la société ne va pas pouvoir en réalité remplir une vraie mission? Cas typique, c'est la société interposée dont je vous parlais. Elle n'a aucun intérêt au niveau effectif puisque elle ne sert à rien si ce n'est à éviter une fiscalité à un moment T, à la fin de la durée de vie de la société elle-même. Donc, si on récapitule, lorsqu'on va créer une société à l'étranger, que ce soit dans le cadre d'une holding ou d'une filiale, il faut absolument avoir de la substance. Ce dont on vient de parler avec les trois tests de réalité, de rationalité ou d'effectivité, c'est de l'analyse que va faire le juge. Et si le juge considère qu'il n'y a pas de substance, ben, il pourra remettre en cause des régimes fiscaux, aller vous chercher sur l'abus de droit ou même imposer directement. Alors, je reprends, je vous ai volontairement choisi un exemple, c'est l'affaire Jarsec. C'était le choix de l'implantation géographique de la société qui, pour moi, n'a été justifié que par des raisons fiscales. Ce qui est important, c'est qu'on sait qu'on peut choisir une implantation par rapport à une autre pour des raisons fiscales, mais il ne faut pas que ce soit uniquement le seul but et qu'on puisse découvrir qu'il n'y a rien d'autre derrière. Donc, dans notre affaire, on avait la création d'une holding en Belgique dont l'objectif était de récupérer les titres d'une société. L'administration a contesté le montage parce que la plus-value était exonérée en Belgique, ce qui n'était pas le cas en France. Et donc, on a considéré qu'elle n'avait aucune substance matérielle, aucune activité, parce qu'elle n'avait pas de siège, le dirigeant était une fiduciaire et personne ne se déplaçait dans des locaux qui n'existaient pas avec des salariés qui n'existaient pas non plus.
Élément supplémentaire, et c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de la rationalité, de l'effectivité, c'est que lorsque les titres ont été cédés, le cash n'a pas été réinvesti. Parce que le but d'une holding, c'est acheter et vendre des participations. Donc on aurait pu sauver le montage en expliquant oui, elle est en Belgique, oui, il y a un régime, mais de toute façon, cette société, son but, c'est faire investir, vendre des participations et ainsi de suite. Sauf que la seule participation qu'elle avait lorsqu'elle a été vendue, eh ben, l'argent est remonté au manager qui a récupéré les fonds. Et donc, le Conseil d'État, en 2022, comme auparavant la Cour administrative d'appel, avait considéré que le choix de la localisation a été fait dans le seul but de bénéficier d'une exonération de plus-value. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que on se dit oui, mais alors qu'est-ce qui se passe? Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous imaginez que ces personnes ont eu des incidences fiscales quasiment à zéro, et que comme la France considère que cette société n'existe pas, qu'elle n'a pas de réalité, de substance et de réalité économique, elle va considérer qu'en réalité, la plus-value aurait dû être perçue par les associés en direct. Et en qualité de résident fiscaux français, il y a une taxation de 30% plus 4% au regard de la contribution sur les hauts revenus. Donc, sans parler des pénalités, intérêts de retard. Donc, on voit que le choix de l'implantation, le choix de création d'une structure, s'il est mal fait, s'il ne répond pas aux critères de la substance, peut avoir des incidences considérables. Donc, ça, c'est l'état de la jurisprudence aujourd'hui. Et puis, comme depuis plusieurs années, on va dire depuis quasiment une dizaine d'années, entre les États-Unis et les OCDE, on a beaucoup de mécanismes de contrôle qui ont été mis en place au niveau international. Alors, on peut parler de l'échange automatique de données bancaires, on peut parler de la règle du bénéficiaire effectif, maintenant de l'impôt minimal commun, ou même des BEPS au niveau européen. On va de plus en plus organiser la fiscalité internationale et l'information entre les structures. Et donc, on a, et c'est le deuxième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est le projet de directive ATAD qui, normalement, devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2024, qui pourrait éventuellement s'appliquer un peu plus tard. Alors, quel est le champ d'application de cette directive et où on veut en venir? L'idée, c'est d'analyser toutes les entités ayant ou exerçant une activité économique au sein d'un État membre et vérifier quel est leur fonctionnement. Et vous allez voir au regard d'un certain nombre de critères, s'ils ne remplissent pas les critères, ils pourraient avoir des pénalités. Alors, déjà, on va expliquer dans un premier temps qu'on exclut certaines entreprises du mécanisme. Les entreprises qu'on va exclure, par exemple, c'est des sociétés cotées, puisque ça, c'est relativement facile à vérifier et au regard de la réalité. Des sociétés qui ont des participations dans les États membres, mais où on a également toutes les structures dans le même État membre. Ça, c'est important. Les sociétés qui ont au moins 5 salariés ou employés réalisant une activité générant un revenu pertinent. Enfin, on parlait tout à l'heure du revenu pertinent. Donc, on va dire qu'on considère qu'il y a un certain nombre de structures ou même les activités réglementées, banques, assurances, caisses de retraite. Toutes ces entités-là vont sortir du champ d'application de la directive. Et puis, une entreprise, toute entreprise, sera considérée à risque lorsque 3 critères sont remplis. Alors, ce sont des critères cumulatifs et sur 2 exercices. Alors, on va prendre comme référence ce qu'on appelle les revenus pertinents. Les revenus pertinents, ce sont les revenus des intérêts, redevances, dividendes, gains en capitaux ou revenus immobiliers. Ça signifie quoi? On cherche quoi? On cherche les revenus qui ne résultent pas d'une activité économique directe. Donc,
des redevances, de l'intérêt. On est plutôt dans du passif. On l'a parce qu'on détient un brevet, parce qu'on détient une marque, parce que on détient des actions ou un bien immobilier. Premier cas, si les revenus pertinents représentent plus de 75% des revenus de la société, on considère que l'entreprise est à risque. Si plus de 60% de ces revenus pertinents proviennent de l'étranger, puisqu'on sait très bien que les montages, pour être vraiment efficaces, il faut croiser des éléments de fiscalité différents, et donc on va chercher à l'étranger. Et puis, si la gestion des opérations courantes et la prise de décision ont été externalisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait soit une fiduciaire qui dirige, soit un cabinet d'avocats, et donc pas de réalité. Alors là, on va plutôt sur la notion de substance telle qu'on l'a vu tout à l'heure au regard de la jurisprudence. Mais voilà, donc si vous avez ces 3 critères cumulatifs qui sont remplis sur 2 années, là, vous allez avoir un souci. Un souci, pourquoi? Parce qu'il va falloir que vous fassiez une déclaration spécifique auprès de votre administration fiscale. Alors, vous allez pouvoir contourner parce que ce n'est pas une présomption irréfragable et que vous allez pouvoir apporter la preuve contraire, mais il faudra justifier notamment que, alors un certain nombre d'éléments que là je vous ai mis, la jouissance exclusive des locaux, vous possédez au moins un compte bancaire actif dans l'Union, plus de 50% des employés sont résidents d'un État membre de l'Union ou au moins les dirigeants sont membres de l'Union. Donc, on peut échapper, mais ce sera a priori très compliqué d'échapper à cette obligation déclarative. Et si cette déclaration n'est pas faite, il y aura un risque de pénalité égal au moins à 5% du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'on considère que votre société serait uniquement une société écran et que elle pose une problématique. Donc, vous voyez bien que d'un critère jurisprudentiel qu'on a vu tout au début, où vous pouvez avoir des contrôles qui interviennent, alors, avec chance ou malchance, selon où on se positionne, et puis là, on se rend compte que ce mécanisme va mettre à plat la totalité des structures, qu'il n'y a rien de plus radical que l'informatique, pour pouvoir aller chercher les montages qui posent problème. Bien évidemment, si vous êtes dans l'obligation de faire une déclaration spécifique, l'administration fiscale, par exemple française, va regarder de plus près votre dossier. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils prévoient des amendes égales à au moins 5% du chiffre d'affaires, parce que la société qui ne ferait pas cette déclaration aurait effectivement quelque chose à se reprocher. Donc, on arrive à notre analyse finale, qui est de dire, aujourd'hui, on a des critères jurisprudentiels plutôt bien établis que l'on peut contourner par des règles de fait ou de droit en fonction des pays où on va aller s'installer, soit en termes de filiales, soit en termes de holding. Néanmoins, vous n'avez pas à vous inquiéter si vous avez une vraie substance dans le cadre de votre activité. Maintenant, au niveau européen, si vous rentrez dans le mécanisme où vous ne respectez pas les 3 règles et donc que vous avez l'obligation de faire une déclaration spécifique, là, effectivement, vous allez avoir des problèmes et c'est là qu'à contrario, il va falloir faire très attention dans la création de montage parce que vous pourriez vous retrouver dans un montage sans faire de déclaration spécifique, mais après en récupérant une pénalité égale au moins à 5% du chiffre d'affaires. Donc, ça m'amène à vous dire que lorsqu'on crée une structure à l'étranger,
nous, on a l'habitude de regarder quelles sont les incidences. Donc, on va aller regarder les taux, par exemple, de retenue à la source sur les dividendes, comment sont taxés les intérêts, également comment est taxée la plus-value en cas de cession de la participation. Mais ce qui est important aussi maintenant, c'est d'avoir une vue d'ensemble. Quels moyens on va mettre en œuvre pour s'installer et fonctionner. Donc voilà, faites attention dans vos projets de développement à l'international parce que la fiscalité se resserre. On peut le faire de bonne foi ou de mauvaise foi. En tout état de cause, l'administration, avec le système déclaratif et avec un échange automatique d'informations qui sera mis en place, va quand même venir poursuivre un certain nombre de montages. Donc voilà, je vous remercie. Donc, il y a une question qui est arrivée, si on peut la prendre. Donc, parce que, en fait, donc, il y a David qui m'a demandé. Alors, donc, je vois la question. Non, ça c'est une question de Alex, mais entre-temps, il l'a adressée personnellement à moi. Pour y facturer sans avaler de bureau, on est exactement dans la problématique que l'on vient de voir. Allô? Oui. Ah, ça a coupé, je pense, un petit instant. Donc, je reprenais la question d'Alex qui expliquait que entrepreneur dans le digital, il veut créer une entreprise en Asie pour y facturer des clients. Le problème, c'est que pour moi, il ne répond pas à la question de la substance. Donc, pourquoi il veut facturer des clients en Asie? Parce que le taux d'IS, il va se retrouver à un taux de 12-15%, plus ou moins selon les États, alors qu'il est à 25 en France. Pourquoi il a besoin d'une structure pour facturer? Donc, soit effectivement, il a un vrai bureau avec des employés dans ce pays, ou dans un autre, mais ça va être difficilement compréhensible au regard de la substance. Et je pense que là, on est sur un vrai risque. Et là, la question qui est posée par Alex est effectivement une question très classique sur le sujet du développement à l'international. C'est-à-dire que soit il crée une vraie structure commerciale en Asie, et là, effectivement, il va pouvoir facturer, mais aussi parce qu'il fait du commercial, il amènera de la structure. Mais faire que de la facturation, avoir une structure que pour faire de la facturation, quelle est la valeur ajoutée? Quel va être le montant de la marge qui va être prise en Asie? Voilà, c'est tous ces sujets-là qui sont intéressants par rapport à ce que j'ai développé ce matin. Il y a une autre question qui est arrivée directement chez moi, Georges. Bon, je ne suis pas l'avocate fiscaliste, donc je me permets de te la retranscrire. Donc, il y a David qui demande si un résident fiscal de France devient le mandataire social d'une holding aux Pays-Bas, il faut que cette holding ait de la substance pour réduire le risque de l'abus de droit. Oui, alors, le risque, il est rarement sur le mandataire social. Le risque, il est sur les flux échangés avec la structure et quelle est la raison de la structure. Alors, en Hollande, on va être clair, ce qui se faisait il y a quelques années en Hollande ou au Luxembourg, aujourd'hui, ça ne se fait plus. Moi, je sais que lorsqu'on on travaille sur des dossiers avec nos correspondants, ils nous disent, nous, on refuse de constituer parce que ça ne rentre pas dans les clous et on sait que les personnes vont avoir des problèmes. Donc, vous trouverez toujours un moyen de constituer des structures, mais le droit est là pour les professionnels du droit sont là aussi pour vous protéger. Mon souci ne sera pas le mandataire social, c'est vraiment la structure qui va en bénéficier en dessous. Donc, il faut, oui, normalement, avoir des structures ou des éléments qui font qu'on ait une véritable activité et de la substance.